Un spectacle interdit aux adultes sensibles présenté à des enfants. Financé par l'argent public. Devant une basilique. Et personne, absolument personne dans les institutions, n'a jugé utile de s'en expliquer. Voilà le point de départ. Voilà ce qui a tout déclenché. La semaine dernière, des vidéos ont envahi les réseaux sociaux. On y voit un spectacle de drag queen organisé devant la basilique de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Des enfants sont présents. Le spectacle, lui, n'a rien d'innocent, on y perçoit des gestes sexuels explicites, des attitudes obscènes, et des violences symboliques exercées sur le portrait d'un homme politique. Un homme barbu, vêtu de lingerie féminine fine de couleur rouge, d'un corset en cuir, de sous-vêtements et d'un soutien-gorge en cuir, chante une chanson volontairement subversive, une chanson de sexy sushi, conçue dans les années 60 pour railler les mœurs de la bourgeoisie, dénoncer la femme qui reste à la maison, va à la messe et s'occupe des enfants. Le tout, en plein air, en plein public, devant un édifice religieux, dans le cadre d'une manifestation de fierté gay à laquelle des parents ont amené leurs enfants. Ce qui a choqué, ce n'est pas seulement le spectacle en lui-même. Ce qui a sidéré, c'est la mention qui l'accompagnait, ce type d'association, dans d'autres de ses activités, pas nécessairement celle-là, mais dans d'autres est financée par la Caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Evard, c'est-à-dire l'éducation à la vie affective et relationnelle. Pas Evard, la dimension sexuelle ne fait pas partie, en théorie, du cadre programmatique de la loi dans le primaire. Mais ce qu'on a vu dépasse largement ce cadre. Largement, et visiblement. La réaction immédiate face à ces images n'est pas la colère contre le spectacle lui-même. C'est la surprise, une surprise froide, presque clinique devant le fait qu'un tel contenu soit associé, même indirectement, à un cadre éducatif soutenu par des institutions publiques. Parce que le problème n'est pas seulement ce qu'on montre. Le problème est ce qu'on prétend enseigner en le montrant. Mettons les mots justes sur ce qu'on voit. Il ne s'agit pas d'une personnalité trans, comme certains commentaires sur les réseaux ont voulu le laisser entendre. Il s'agit d'un spectacle de drag queen, avec tout ce que cela implique de mise en scène, de provocation assumée, de subversion volontaire des codes sociaux et moraux. L'objectif de ce type de performance est précisément de déstabiliser, de provoquer, de renverser les normes. Dans ce sens, l'objectif est atteint. Mais voilà la question qui se pose alors avec une acuité particulière, un spectacle conçu pour provoquer des adultes est-il adapté à des enfants qui n'ont ni le bagage culturel, ni la maturité intellectuelle pour en saisir l'ironie? Parce que comprendre ce spectacle, vraiment le comprendre, nécessite au minimum de connaître la chanson de Sexy Sushi, d'en saisir le contexte historique, de percevoir l'ironie de la mise en scène, de comprendre que la figure du drag queen barbu en corset de cuir se veut une représentation subversive des mœurs sociales d'une époque révolue. C'est un spectacle qui exige une culture, une intelligence critique, une capacité à lire plusieurs niveaux de sens simultanément. Des adultes cultivés peinent parfois à en démêler toute la profondeur. Alors des enfants? Il y a là un décalage total, un abîme entre la prétention des autorités à qualifier ce type de contenu de sensibilisation éducative, et la réalité de ce qui est mis en scène. Et les enfants présents dans cette vidéo? Ils ont été amenés par leurs parents, dans le cadre d'une manifestation de fierté gay. Ce sont des enfants qui grandissent dans des familles qui ont fait le choix de les exposer à ce type d'environnement. On peut s'interroger sur ce choix parental. On peut aussi reconnaître qu'un enfant jeune, dans toute son innocence, ne verra peut-être dans ce spectacle qu'une parodie clownesque des attitudes des adultes. Mais ce n'est pas cette innocence-là qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que l'institution publique, la CPAM, l'État, l'éducation nationale valide, finance, et intègre dans un programme éducatif des associations dont certaines activités ressemblent davantage à du militantisme qu'à de la pédagogie. Et ce n'est pas un cas isolé. On observe, dans différentes régions de France, l'implantation progressive de fêtes de la fierté dans des territoires ruraux, en Corse notamment, organisées de toutes pièces par des partenariats entre la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre de ces mêmes programmes éducatifs. Des associations militantes s'implantent ainsi dans les écoles et dans le paysage culturel local, avec l'aval et le financement des institutions publiques. La promotion de l'identité et l'éducation à la vie relationnelle deviennent des discours dont plus personne ne semble vouloir assumer la paternité. Les institutions, l'État, l'éducation nationale, le ministère, ou des associations militantes financées par de l'argent public? La question reste entière. Et elle mérite une réponse claire. Mais pour comprendre pourquoi cette situation est possible, pourquoi elle dure,
Pourquoi elle s'étend? Il faut remonter à quelque chose de plus fondamental. Il faut parler de ce que l'école est censée faire. Et de ce qu'elle fait réellement. L'école républicaine française n'a jamais été un lieu de consensus mou. Elle a toujours été un lieu de rupture, parfois violente, avec les croyances et les habitudes familiales. Elle a éliminé le breton comme langue vivante en 25 ans. Elle l'a fait en provoquant les familles, en interdisant aux enfants de parler leur langue maternelle dans les cours de récréation. Elle s'est opposée aux familles religieuses radicales en enseignant que la science contredit le dogme. Elle a toujours considéré que sa mission était de construire une unité républicaine et démocratique, quitte à bousculer les convictions intimes des foyers. C'est son rôle historique. C'est ce pourquoi elle a été conçue. Mais c'est là que tout bascule. Il y a une différence fondamentale entre une école qui provoque pour émanciper, et une école qui instrumentalisait la provocation pour embrigader. Entre une institution qui enseigne la science face aux dogmes religieux, et une institution qui délègue l'éducation morale et affective à des associations militantes dont le but affiché est de dénoncer la norme, la majorité, l'ordre social établi. L'école n'est pas la fabrique du consensus bourgeois. Mais elle ne peut pas non plus devenir le vecteur d'un endoctrinement par des positions politiques militantes. Ce serait simplement remplacer un dogme par un autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est précisément cela, un déplacement du centre de gravité de l'école. Historiquement, l'école était conçue pour transmettre des connaissances. Pas un savoir-être. Pas des comportements. Des savoirs. La distinction est capitale. Dès qu'on commence à parler de « savoir-être », dès qu'on ajoute ce mot à la mission de l'école, on voit se dessiner une dérive. L'école Jules Ferry enseignait la morale, c'est vrai. Mais la morale qu'elle enseignait faisait consensus. Elle était portée, assumée, revendiquée par l'institution elle-même. Aujourd'hui, la morale qu'on cherche à inculquer ne fait plus consensus et l'institution n'ose plus la nommer, ni la défendre ouvertement. Elle la délègue. Elle sous-traite ses propres valeurs à des associations qui prétendent savoir mieux qu'elles ce dont les enfants ont besoin. Et d'où tirent-elles leur expertise, ces associations? De la sociologie. De l'université. De thèses de doctorat soutenues dans des facultés. Ce qui crée un cercle parfaitement fermé, l'université produit les experts légitiment les associations s'implantent dans les écoles avec l'aval institutionnel, et personne ne remet jamais en question la chaîne entière. Le malaise vient de là. Profondément, irrémédiablement de là. L'institution ne remplit plus sa mission. Elle n'ose plus dire ce qui doit être enseigné et ce qui ne doit pas l'être. Elle ne prend plus la responsabilité de définir ce qu'elle veut pour les enfants de France. Elle dit, voilà ce que des associations estiment nécessaire, parce qu'elles sont mieux documentées que nous. Et les familles, elles, se retrouvent face à des discours vindicatifs, contestés, mais institutionnalisés sans avoir voté pour eux, sans avoir été consultés, sans avoir eu leur mot à dire. Qui doit avoir le dernier mot sur l'éducation morale et affective des enfants? La réponse devrait être simple, l'institution. Mais l'institution n'est légitime que si elle est l'émanation d'un processus démocratique, d'un discours fort pour lequel le peuple vote. Si le peuple ne se reconnaît plus dans ces institutions, c'est qu'il y a quelque chose de profondément biaisé dans le discours qu'elles portent. Et ce biais-là doit être dénoncé clairement, sans détour. Ce qui se joue ici touche quelque chose que beaucoup de parents ressentent sans toujours pouvoir le formuler, cette impression étrange que l'école de leurs enfants ne leur appartient plus tout à fait. Que des décisions importantes sur ce que leurs enfants voient, entendent, apprennent, sont prises quelque part, par quelqu'un, sans qu'on leur ait demandé leur avis. C'est une sensation diffuse mais puissante. Et elle est légitime. Parce qu'à chaque fois qu'on assigne une nouvelle mission à l'école, sensibiliser, déconstruire, conscientiser, c'est du temps qu'on prend sur autre chose. Sur le français. Sur l'histoire. Sur la culture générale. Sur les fondamentaux. Et les conséquences de ce déplacement sont déjà mesurables, concrètes, documentées. Dans les universités françaises, on crée aujourd'hui des cours de remédiation pour des étudiants qui arrivent sans maîtriser les bases de la langue. Il est même question de créer des années intermédiaires avant l'entrée à l'université assurées par les facultés elles-mêmes pour combler les lacunes que le secondaire n'a pas comblées. Ce qu'on appelle le « français pauvre », c'est un vocabulaire d'environ 500 mots. 500 mots. Des étudiants entrent à l'université avec à peine 500 mots de vocabulaire actif. Des copies entières témoignent d'une indigence lexicale qui dépasse la simple question de l'orthographe ou de la grammaire. Ce sont des étudiants qui ne savent pas écrire les sons. Qui ne trouvent pas les mots pour formuler une pensée.
Dans certaines universités parisiennes, 45% des étudiants en première, deuxième et troisième année sont étrangers, et 37% en master sans que les établissements disposent des crédits nécessaires pour les former à la langue française. Ce n'est pas un vieux professeur réactionnaire qui dresse ce constat. C'est une réalité observable, mesurable, qui se répercute sur toutes les disciplines. La langue française n'est pas un ornement. Ce n'est pas une matière parmi d'autres. C'est le réacteur de la fusée. Supprimez les premiers moteurs, regardez la fusée tenter de décoller, et demandez-vous pourquoi elle s'écrase. La réponse est simple, parce qu'on n'a pas mis les réacteurs. La langue, l'histoire, la culture, la civilisation, c'est le premier étage. Sans lui, rien ne tient. Rien ne peut s'élever. Et voilà l'ironie cruelle de la situation, on prétend éduquer les enfants à la vie relationnelle et affective en leur faisant assister à des spectacles qu'ils ne comprennent pas, au lieu de leur donner les mots pour penser ce qu'ils ressentent. Distinguer l'amitié de l'amour. L'amour de la fraternité. La fraternité de la solidarité. L'agapé du désir. Connaître ces mots, savoir les écrire, savoir les prononcer, c'est déjà offrir à un enfant la possibilité de comprendre sa propre vie intérieure. C'est déjà lui donner les outils de son émancipation. Pas un spectacle auquel il n'entend rien, devant une basilique, financée par la sécurité sociale. La culture commune n'est pas une colonisation des esprits par une classe dominante blanche et bourgeoise. C'est une richesse à transmettre, à construire ensemble, à rendre vivante pour des enfants qui grandissent en 2026. Quand on entend dire que ce sont les musulmans qui ont construit les cathédrales, c'est aussi absurde et aussi dommageable qu'enseigner à des enfants centrafricains dans les années 60 que leurs ancêtres étaient les Gaulois. Les deux sont des mensonges. Les deux abîment. Ce qu'il faut construire, c'est une culture commune qui fasse sens pour tous les enfants de France aujourd'hui. Une culture ancrée dans la réalité de la société de 2026, pas dans les fantasmes militants des années 70. Et pour cela, 3 priorités s'imposent avec une évidence que personne ne devrait contester. La maîtrise du français, d'abord. Exigeante, complète, sans concession. Avec des exercices, de la lecture, de la récitation, de l'apprentissage par cœur. Remettre les professeurs des écoles en condition d'exiger vraiment exiger l'apprentissage, la lecture, la restitution. La culture commune, ensuite. Pas comme instrument d'oppression, mais comme socle d'émancipation. Parce que la culture générale n'est pas un luxe réservé aux élites. C'est la condition principale de la liberté de penser. Et enfin, l'esprit critique, mais un esprit critique nourri de lecture, de confrontation aux grandes œuvres, d'accès à une culture commune profonde. Pas illustré par une pseudo-subversion datée de 50 ans, qui continue de se prendre pour révolutionnaire en reproduisant les gestes d'une révolte qui a déjà eu lieu. Libre. Instruit. Responsable. Ce sont les 3 mots qui devraient guider chaque décision prise pour les enfants de France. Pas des slogans. Des engagements. Des priorités que l'institution devrait avoir le courage d'assumer publiquement, devant le peuple, et de défendre au nom du peuple. Parce que le problème n'est pas que la politique se mêle d'éducation. Le problème, c'est que la politique se cache derrière des associations pour ne plus avoir à assumer ses choix. La météo n'impose pas de politique écologique. L'urgence sociale n'impose pas de choix éducatifs. Ce sont des hommes et des femmes politiques qui décident. Et s'ils décident, qu'ils aient le courage de le dire. Qu'ils soumettent leur choix au jugement de l'opinion publique. Qu'ils acceptent d'être jugés sur ce qu'ils ont vraiment voulu pour les enfants de ce pays. Parce qu'au fond, la question qui reste suspendue dans l'air, celle que beaucoup de parents se posent le soir en aidant leurs enfants à faire leurs devoirs, celle que des professeurs se posent en corrigeant des copies de plus en plus lacunaires, celle que des grands-parents se posent en regardant grandir leurs petits-enfants, c'est une question simple, presque douloureuse dans sa simplicité. Est-ce que l'école que nous avons connue, celle qui nous a appris à lire, à écrire, à penser, à nous battre avec les mots pour conquérir notre place dans le monde, est-ce que cette école-là existe encore? Et si elle s'est transformée, si son centre de gravité s'est déplacé sans qu'on nous demande notre avis, alors qui, exactement, a pris cette décision à notre place?